La branche des mathématiques qui s'occupe des nombres, de l'étude des propriétés, des opérations, c'est l'arithmétique. Dans ce chapitre sur les nombres premiers, il y a deux opérations qui vont nous intéresser particulièrement. Celle qui consiste à multiplier, celle qui consiste à diviser. Mais au fait, pourquoi multiplier? Multi, ça vient du latin, plusieurs, et puis vous avez plié. Bien, pour comprendre d'où vient multiplier, il faut observer ici cette corde. Cette corde a 13 nœuds, s'appelle aussi une corde égyptienne, elle sert à plein de choses, en géométrie, à avoir des angles droits, etc. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la façon dont les anciens l'utilisaient pour faire des multiplications. Quand on voulait faire au Moyen-Âge 2 multiplié par 3, une fois, on avait nos deux intervalles ici, vous voyez ici, deux fois, trois fois. On n'a plus qu'à compter les intervalles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous comprenez mieux d'où vient le verbe multiplier. Le résultat de ce pliage, c'est 6. On dit que 6 est un multiple de 2. Cette opération, je peux la lire 2 multiplié par 3. Mais cette opération, je peux la lire aussi 2 fois 3. Et c'est aussi égal à 6. Quand j'écris 2 fois 3, ça correspond à 3 multiplié par 2. 6 est donc multiple de 2, mais c'est aussi un multiple de 3. 300 ans avant Jésus-Christ, le mathématicien grec Euclide définit une nouvelle opération. Combien de fois puis-je soustraire un nombre à un autre nombre? Par exemple, ici j'ai 12 petits cubes. Combien de fois puis-je soustraire 3 petits cubes à ces 12 petits cubes? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Par cette phrase, qu'est-ce qui définit la division, et plus particulièrement la division euclidienne? Faisons la division euclidienne de 12 par 2. Combien de fois puis-je soustraire 2 à 12? Évidemment, 6 fois. D'ailleurs, quand vous posez cette division, vous dites bien en 12, combien de fois 2? Combien de fois je peux soustraire 2 à 12? 6 fois. Combien de fois puis-je soustraire 5? Une fois, deux fois. Ah, il reste quelque chose, il reste 2 cubes. Donc quand j'écris cette division euclidienne de 12 par 5, je peux soustraire 2 fois 5 et il va rester 2. En latin, ce qui doit être divisé se dit dividendus. On appelle donc 12 le dividende. Et puis 2, dans le cas qu'on avait tout à l'heure, 2 est le diviseur. Ensuite, on a utilisé 5 comme diviseur. Dans les deux manipulations, il y a une différence. Quand j'ai employé 2 comme diviseur, je n'avais aucun cube qui restait. Le reste était 0. Dans le deuxième cas, j'avais un reste. Alors, on emploie aussi le mot diviseur d'une autre façon. Dans le premier cas, quand mon reste est nul, je dis que 2 est un diviseur de 12. Ce n'est pas le cas de 5. Il va me rester quelque chose. Est-ce que je peux dire que 4 est un diviseur de 12? On va soustraire 4. Il ne me reste rien. 4, c'est bien un diviseur de 12. Et si je prends 1? Ben 1, c'est évidemment un diviseur de 12.
j'ai pu soustraire 12 fois 1. Mais puisque 2 est un diviseur de 12, si je fais 6 fois 2, je vais obtenir 12. Autrement dit, dire que 2 est un diviseur de 12, ça revient à dire que 12, c'est un multiple de 2. Et 12, c'est aussi un multiple de 6. Donc 6 est un diviseur de 12. Donc, si nous reprenons l'opération tout à l'heure, 6 c'est un multiple de 3, c'est un multiple de 2. Qu'est-ce que je peux dire de 2? C'est un diviseur de 6. Et 3 est bien sûr également un diviseur de 6. Donc, quand j'écris 2 fois 3 égale 6, je peux employer plusieurs phrases pour caractériser la situation. Je peux dire que 6 c'est un multiple de 3, 6 c'est un multiple de 2, 6 est divisible par 3. Si j'utilise 3 comme diviseur, je vais avoir une division euclidienne avec comme reste, bien sûr, 0. 6 est divisible par 2. Reprenons nos 12 cubes. 6, c'est un diviseur de 12. Donc on a vu, je peux l'écrire, je peux exprimer cela par 12 égale 6 fois 2. Mais on a encore 2 qui va diviser 6. Que je peux exprimer comment? J'obtiens donc 12 égale 2 multiplié par 3 multiplié par 2. Mais je pourrais encore aller plus loin. 1, si je prends le nombre 1, c'est un diviseur de 2. J'obtiens alors 12 égale 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 2. On dit qu'on est en train de décomposer le nombre 12 à l'aide de facteurs. Pourquoi à l'aide de facteurs? Parce qu'on décompose 12 en utilisant la multiplication. Est-ce que je peux aller plus loin? Décomposer encore plus 12? J'ai un problème avec le nombre 1 ici. Parce que 1, il divise lui-même. 1 multiplié par 1, ça me donne 1. Donc je pourrais très bien continuer. J'aurais alors 12 égale 1 multiplié par 1, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 2. Et puis je pourrais continuer. Donc j'ai un problème avec ce nombre 1. En fait, j'aurais pu utiliser 1 comme diviseur de 12 tout de suite. J'aurais eu alors 12 égale 1 multiplié par 12. Aucun intérêt, j'ai de nouveau 12. En fait, j'ai rien décomposé du tout. Il n'intervient pas dans ma décomposition. Il ne change rien. Reprenons la décomposition. On est parti de 12 égale 6 fois 2. On a redécomposé 6, 2 fois 3. On obtient finalement 12 égale 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré, fois 3. Les deux seuls nombres qui sont intervenus sont ici 2 et 3. C'est la décomposition ultime. Je ne peux pas aller plus loin. Si 12 était de la matière, je pourrais dire que 2 et 3, ce sont des atomes. On les appelle les nombres premiers. 2 et 3 sont des nombres premiers. Ce qu'on vient de faire, c'est la décomposition de 12 en facteurs premiers. Mais alors, comment caractériser un nombre premier? Si on prend comme nombre premier 3, il admet quoi comme diviseur? Il admet 1. Et puis bien sûr, il admet 3. 3, c'est 1 fois 3, c'est-à-dire 3 multiplié par 1.
et c'est 3 fois 1. Un nombre premier n'admet que 2 diviseurs, lui-même et 1. Nous avons vu que nous ne considérions plus 1 comme un nombre premier. Dans l'histoire, il a été à un certain moment un nombre premier. Comme on ne veut plus de 1, pour caractériser un nombre premier, on va donc dire qu'un nombre premier est un nombre qui admet 2 diviseurs distincts, 1 et lui-même. Mais comment pouvoir trouver les nombres premiers? Admettons qu'on veuille trouver les nombres premiers jusqu'à 100. Eh bien, la méthode a été trouvée par un mathématicien grec du IIIe siècle, qui a laissé son nom à cette méthode. Il s'agit d'Ératosthène. Son idée est la suivante. On écrit tous les nombres de 1 à 100, puisque ce sont ceux-là qui nous intéressent. On va bien sûr enlever 1, puisqu'on a vu que ce n'était pas un nombre premier. 2 est forcément un nombre premier. Il est divisible par 2 et par 1, et uniquement par ces 2 diviseurs. Si on considère les multiples de 2, ce sont forcément des nombres qui ne vont pas être premiers. Parce qu'en plus d'eux-mêmes et de 1, ils ont déjà 2 en plus. Conclusion, l'idée d'Ératosthène, c'est d'enlever tous les multiples de 2. On considère maintenant 3. 3 est forcément un nombre premier, il aurait déjà été barré. Il aurait été multiple de 2. Or, ce n'est pas le cas. On enlève tous les multiples de 3. Je vous rappelle que pour savoir qu'un nombre est multiple de 3, qu'est-ce qu'on peut faire? On additionne ces chiffres et il doit être dans la table de 3. 78, c'est un multiple de 3, c'était 8, 15. 15 est dans la table de 3. Vous avez compris la méthode. Le nombre premier suivant, c'est 5. J'enlève tous les multiples de 5, c'est-à-dire les nombres qui se terminent par 0 ou 5. Prenons maintenant 7. On enlève tous les multiples de 7. Le suivant est 11. Prenons 11. Qu'est-ce que vous remarquez? Tous les multiples de 11 sont déjà entourés. Comment savoir qu'on pouvait s'arrêter à 7 ici? Si vous prenez 11, 11 fois 2, vous l'avez déjà barré ou entouré, puisque de toute façon c'est un multiple de 2. 11 fois 3, c'est un multiple de 3. 11 fois 9, c'est un multiple de 9. Ça vous donne 99. 11 fois 10, vous êtes certain que vous n'aurez pas à le barrer, parce que ça va être supérieur à 100. En fait, quand vous atteignez un nombre premier qui est supérieur à ce qu'on appelle la racine carrée de 100, vous êtes sûr que les multiples qui ne sont pas barrés vont dépasser 100. Bon, je vous rappelle, la racine carrée de 100, c'est 10, c'est-à-dire c'est le nombre qui multiplié par lui-même donne 100. Donc, puisque 11 était plus grand que 10, que la racine carrée de 100, je pouvais m'arrêter ici à 7. Cette méthode, elle a un nom un peu particulier, elle s'appelle le crible d'Ératosthène. Pourquoi le crible? Parce que le crible, c'est un instrument qui est percé de trous, qui vous permet de trier des objets de grosseurs différentes. Par cette méthode, nous avons donc déterminé tous les nombres premiers jusqu'à 100. Alors, je vous conseille d'en retenir quelques-uns. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Quelque chose qui va peut-être vous surprendre, Euclide a réussi à démontrer qu'il existait un nombre infini de nombres premiers. Alors le plus récent qu'on ait trouvé, c'est en 1976. Le nombre, si on l'écrivait sous forme décimale, comprendrait plus de 22 millions de chiffres. Alors on l'exprime de la façon suivante. Sous forme d'une puissance de 2,
moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 74 207 281 moins 1. Voilà le nombre premier le plus récent qui était déterminé.